C'est un nouveau webinaire proposé donc, par l'ALEC donc, de la métropole de Lyon et les collègues de l'Agence locale de la transition énergétique qui s'occupent du reste du Rhône. Donc, on a à peu près 6 webinaires prévus sur l'année et celui-ci sera d'actualité puisqu'il va traiter du confort d'été. Donc, le webinaire sera enregistré. Vous pouvez donc revoir en replay un certain nombre d'éléments qui seront présentés ce soir. On a coupé les micros et les caméras des participants pour plus de fluidité. Si vous avez des questions, et on aura 3 temps de questions-réponses, elles seront à poser sur le chat. Donc, vous avez un onglet converser en bas de la fenêtre Zoom. Et donc, quelques jours d'ici la semaine prochaine, vous pouvez retrouver le replay sur les 2 chaînes YouTube, donc à la fois de l'ALEC Lyon et de la LTE 69. Et puis, vous pourrez aussi retrouver tous les anciens webinaires qu'on a déjà organisés. Cette année, on a aussi traité les aides financières à la rénovation. On a abordé la sobriété énergétique, on a abordé les choix de chauffage. Et donc, sur le 2e semestre, on devrait faire une édition sur le solaire, peut-être une sur le chauffage au bois. En tout cas, si vous suivez nos agendas et si vous êtes dans notre liste de diffusion, vous recevrez les invitations à ces événements. Donc, qui sommes-nous? On vous a parlé de l'ALTE 69 et de l'ALEC. Donc, on est 2 associations au service de la transition énergétique. Chaque structure officie sur un territoire bien précis. L'ALEC, comme je vous disais, sur les 59 communes de la métropole de Lyon et l'ALTE 69 sur le reste du Rhône. Nous sommes membres d'un réseau qui a changé de nom plusieurs fois, que certains ont connu il y a une vingtaine d'années sous le nom des espaces info énergie. En 2015, le réseau s'est appelé le réseau FER et depuis 2022, le réseau s'appelle France Rénov'. C'est le seul réseau qui aujourd'hui fait du conseil gratuit, indépendant et neutre sur la rénovation énergétique et les énergies renouvelables. Et donc, on vous invite vivement, si vous avez plus de questions, à contacter nos conseillers énergie-climat. Donc, entre nos 2 structures, on se répartit une trentaine de conseillers énergie-climat. L'expertise fournie va être à la fois une expertise technique, donc sur les travaux d'économie d'énergie, les énergies renouvelables, une expertise financière, avec notamment des informations sur les aides financières, que ce soit des dispositifs nationaux ou des dispositifs locaux, et avec un raisonnement en coût global, intégrant donc à la fois le coût des travaux, mais aussi sur du long terme, les coûts de l'énergie, évidemment la baisse des factures d'énergie à venir quand on améliore l'enveloppe d'isolation de son logement. Une expertise aussi environnementale avec notamment l'évaluation de l'impact des solutions choisies. Donc voilà, chaque structure est vraiment ancrée sur un territoire précis. En France, vous avez beaucoup sur chaque territoire des structures France Rénov'. Et évidemment, on renseigne sur les aides nationales, mais on a aussi, chaque structure a des dispositifs locaux. Pour la métropole de Lyon, par exemple, c'est le dispositif Éco-Rénov'. Et donc, évidemment, c'est plus efficace quand on se met en contact directement avec l'espace France Rénov' de son territoire. Les financeurs du service, donc, ils sont nombreux. Donc, vous avez à la fois, pour l'ALEC, ça va être essentiellement la métropole de Lyon, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Pour les collègues du reste du Rhône, ils auront le département et un certain nombre de Comcom. Vous avez les logos de ces différentes Comcom qui financent leur structure. Et donc, on va passer au sujet du jour, qui sera donc ce soir traité par ma collègue Louise, qui va nous présenter le sommaire de ce soir. Bonjour. Comme l'a dit Sylvain, l'objectif de ce webinaire, c'est de parler du confort d'été afin de vivre plus sereinement cet été et les suivants. Nous allons aborder les notions générales dans un premier temps pour comprendre de quoi on parle et ensuite développer 3 pistes d'amélioration sur comment améliorer le confort d'été. On aura des sessions de questions-réponses à chaque fois, à la fin de chaque partie. On ne pourra pas entrer dans le détail des cas individuels, ni des solutions techniques, ni des matériaux.
Donc, pour cela, si vous avez une question spécifique à votre logement, etc., nous vous invitons à nous recontacter pour un échange téléphonique, voire un rendez-vous selon les cas. Ce sera à l'évaluation du conseiller. Donc, dans un premier temps, les notions générales. La notion de confort, ça reste une notion subjective, hein. Donc, quand on parle de confort d'été, c'est propre à chacun. Je vais faire aujourd'hui des grandes généralités qui forcément ne pourront pas coller à 100 de la population. Certains vont être plus ou moins sensibles à un paramètre et d'autres plus ou moins sensibles à un autre paramètre. Le confort d'été, donc quand on généralise, c'est tout de même un ensemble de paramètres sur lesquels il est possible d'agir pour réduire la surchauffe estivale qui rend inconfortable un logement. Ces paramètres, ils sont liés à la conception et à la gestion du bâtiment, mais également à des paramètres physiologiques et des événements physiques comme la vitesse et l'air de l'air et sa température, pardon, la température des parois, le rayonnement solaire sur l'occupant, la tenue vestimentaire, l'activité qu'on exerce, mais aussi l'âge et l'état de santé des personnes. Et donc, notamment, cette question d'âge et d'état de santé fait qu'on est plus ou moins sensible, entre autres, au confort d'été. Pourquoi et comment on cherche à se protéger de la chaleur estivale? Eh bien, on s'est toujours protégé du froid l'hiver, mais ce n'est que récemment qu'on a cherché à se protéger de la chaleur l'été, puisque nos étés sont de plus en plus chauds et ça ne va pas en s'arrangeant. Il faut savoir que notre climat continental ne nous facilite pas la tâche. En fait, il est facile de se protéger du froid ou du chaud, mais il est compliqué de se protéger du froid et du chaud, ce dont nous avons besoin dans le Rhône. Donc, comment on fait pour se protéger de la surchauffe estivale dans notre climat? L'objectif, c'est de tout faire pour éviter l'installation d'un système actif de rafraîchissement qui augmente votre consommation et donc votre facture d'énergie et qui participe au réchauffement urbain. Mais ça va être un compromis entre confort d'hiver, confort d'été. Et nous allons voir donc les solutions à mettre en place avant de penser à l'installation d'un tel système. Donc, la première étape consiste dans la conception et la rénovation d'un bâtiment performant qui va pouvoir optimiser le confort d'été. La conception, l'orientation et l'aménagement intérieur et extérieur jouent beaucoup sur le confort, été comme hiver. Donc, le soleil, il n'a pas la même position dans le ciel l'été et l'hiver. Et selon les saisons, on va vouloir capter le rayonnement solaire l'hiver pour chauffer passivement, ou alors s'en protéger l'été pour éviter de chauffer le logement. Donc, on ne va pas gérer les ouvertures, les menuiseries, les ombres, la ventilation de la même manière l'été et l'hiver. Donc, sur l'aménagement, les menuiseries et l'orientation, on ne va pas placer les mêmes pièces et les mêmes menuiseries de partout. Donc, en été, il n'est pas nécessairement... on n'a pas de nécessité à se protéger du rayonnement solaire sur les menuiseries au nord, puisqu'elles ne reçoivent aucun rayonnement solaire direct. Donc, au nord, ce n'est pas un enjeu. Donc, on va plutôt privilégier sur ces espaces-là des pièces peu utilisées, voire des espaces tampons, comme le garage ou éventuellement la salle de bain. Au sud, on a un rayonnement direct moyen, puisque l'été, le soleil est très haut dans le ciel et pénètre assez peu horizontalement par les fenêtres. Donc, on va privilégier des protections solaires qui seront plutôt horizontales, casquettes, stores, et à cet endroit-là, on va plutôt placer des pièces de vie, plutôt pour une question de confort de lumière aussi. Et à l'est et à l'ouest, le rayonnement direct est très important car le soleil descend très bas l'été dans le ciel et ça pénètre loin dans le logement. Donc, on peut avoir des effets de surchauffe, surtout à l'ouest, puisque le soleil du soir est plus chaud que le soleil du matin. Donc, il est très important de se protéger sur ces façades-là par des protections plutôt verticales, du coup, puisque le soleil les rayons vont être horizontales. Et à cet endroit-là, on va plutôt placer des pièces de vie ou des chambres. En hiver, on a moins de rayonnement direct à l'est et à l'ouest puisque le soleil se lève plus tard et se couche plus tôt, donc on a peu d'apport solaire de ce côté-là. Par contre, au sud, le rayonnement solaire direct est important car le soleil est plus bas et cela permet de chauffer le logement passivement. Donc, encore une fois, il s'agit de trouver un compromis
entre l'hiver et l'été. Par exemple, on va placer des menuiseries au sud l'hiver, mais il faut bien s'en protéger l'été. Un focus donc sur les protections solaires extérieures. Comme je l'ai dit juste avant, on va protéger les fenêtres sud, ouest et à l'est. Il faut savoir qu'une fenêtre qui reçoit un rayonnement solaire, c'est comme si vous aviez un radiateur électrique allumé. Donc, pour couper l'alimentation du radiateur, on coupe le rayonnement solaire. Au sud, on va privilégier des protections horizontales, encore une fois, et à l'ouest et à l'est, verticales. On va privilégier des protections solaires extérieures qui seront plus efficaces que les protections intérieures qui couperont en effet le rayonnement solaire à l'intérieur du logement, mais n'empêcheront pas la fenêtre de chauffer et donc la fenêtre va ensuite transmettre de la chaleur malgré tout. Et enfin, on va plutôt privilégier les couleurs claires. Les volets roulants gris, c'est peut-être esthétique, mais du coup, ça perd en efficacité. On distingue deux grandes familles de protection solaire extérieure. Donc, sur cette diapo, la première famille, les volets. Vous connaissez classiquement les 4 images qui sont sur la gauche, volets en accordéon, volets battants, volets roulants, qui sont de bonnes protections solaires extérieures puisque du coup, ça va quand même couper le rayonnement solaire. À droite, vous avez 2 équipements qui sont plus efficaces, les BSO, brise-soleil orientable, et les volets à projection qui existent en volet roulant ou en volet en accordéon. Ces solutions-là sont plus efficaces puisqu'on va déjà avoir plus de lumière, donc c'est un peu plus agréable à vivre au quotidien. Mais également, la couche d'air entre le volet et la menuiserie sera beaucoup plus ventilée et donc on ne va pas avoir une couche d'air très chaude, ce qui sera plus efficace. Deuxième type de protection solaire, ça va être plutôt tout ce qui est casquette, store et végétation. Donc les protections qu'on va mettre plutôt sur les parois sud, casquette et store, et la végétation peut aller de partout. Cette famille-là, ça consiste en fait à créer de l'ombre sur la fenêtre. On ne va pas complètement l'occulter, on va simplement créer de l'ombre. Voilà, donc casquette, store, végétation. Il y a également les débords de toiture, les pergolas. Et donc, les protections horizontales conviennent encore une fois parfaitement aux menuiseries exposées au sud. Par contre, attention, il faut créer une ombre suffisamment grande pour protéger également le sol pour le sol devant la menuiserie. Sinon, le sol va réfléchir les rayons du soleil vers l'intérieur du logement. Ces protections ne conviennent pas à l'ouest et à l'est. Les protections horizontales, puisque pour protéger une baie de 2,50 m de haut des rayons du soleil d'après-midi, il faut un auvent de plus de 4 mètres de large. Donc, c'est trop compliqué à mettre en place. À l'ouest, on va plutôt privilégier, encore une fois, les protections solaires verticales, comme la végétation, ou alors on combine les protections horizontales et verticales. Contrairement aux volets, ces protections permettent également à un morceau de mur de ne pas recevoir de rayonnement solaire et donc de moins chauffer. Donc, c'est doublement efficace. La menuiserie chauffe moins et une partie de mur chauffe moins. Un petit focus sur les fenêtres de toit qui sont particulièrement exposées au rayonnement solaire en été et la toiture est en plus la paroi la plus touchée et la plus faible en termes de confort d'été. Donc, le risque de surchauffe est encore plus important sur ce type de menuiserie s'il n'y a pas de volets ou si vous ne les utilisez pas. Donc, les volets roulants vont être d'autant plus importants sur toutes les fenêtres de toit. Sinon, dans le cas d'une rénovation lourde ou de conception, on peut privilégier les lucarnes qui permettent l'installation d'une menuiserie verticale classique qu'on pourra protéger avec une protection solaire classique, conventionnelle. Du coup, on évite les lucarnes avec des menuiseries rondes, la lucarne 7 et 4, où on ne pourra pas mettre de protection solaire. Ça perd de son intérêt. On va maintenant parler d'isolation, qui a un impact assez important tout de même en termes de confort d'été. Alors, l'isolation seule ne permet pas d'apporter autant de confort d'été que souhaité. C'est plus la notion d'inertie qui est recherchée et qui est intéressante et qu'il faut mettre en place.
Donc l'inertie thermique d'un bâtiment, c'est sa capacité à stocker de la chaleur dans ses murs ou dans ses planchers, par exemple. Plus l'inertie d'un bâtiment est forte, plus il se réchauffe et se refroidit lentement. Donc une forte inertie, c'est un atout pour le confort d'été, puisque ça va amortir les pics de surchauffe. Dans les bâtiments maçonnés, pierre, pisé, mâche-fer avant, et puis plus récemment béton et briques, c'est la maçonnerie elle-même qui apporte de l'inertie. Cependant, l'inertie, elle est intéressante si elle est située à l'intérieur du logement, donc et protégée du rayonnement solaire. Donc on va privilégier l'isolation des murs par l'extérieur, que je vais abréger en ITE. Ainsi, l'isolant va empêcher le soleil de réchauffer la maçonnerie et ce mur va donc rester à température intérieure. Et après, il y a également un deuxième phénomène, c'est que la maçonnerie va emmagasiner la fraîcheur de la nuit pour la restituer la journée. Ce principe, il fonctionne également l'hiver. Donc l'isolant empêche l'air extérieur de refroidir la maçonnerie qui va rester à température intérieure. Et donc l'ITE, elle est à la fois plus performante l'hiver et l'été. Pour la toiture ou les maisons à ossature bois, qu'on va appeler une ossature légère, ce sont des parois et des bâtiments qui ont une faible inertie. Donc, dans le cas du neuf, on va apporter de l'inertie par les cloisons ou les planchers intermédiaires. Plutôt dans le cas de la rénovation et pour l'isolation, on va privilégier certains isolants qui sont plus denses et qui permettent d'apporter cette inertie manquante. Donc, par rapport aux isolants, tous les isolants n'ont pas les mêmes caractéristiques et toutes les caractéristiques n'ont pas la même utilité. Donc, encore une fois, on s'est longtemps intéressé au confort d'hiver. Donc, la conductivité thermique, c'est la caractéristique qui permet d'évaluer le confort d'hiver. La première colonne, plus la conductivité thermique est faible, meilleure est l'isolation. Pour le confort d'été, ce n'est pas le même fonctionnement. On va plutôt, encore une fois, s'intéresser à la notion d'inertie. Et donc, c'est la notion de densité ou de masse volumique et éventuellement la chaleur spécifique qui vont être intéressantes. Plus la densité et la chaleur spécifique seront élevées, plus le matériau permet un déphasage thermique, notion que je vais développer juste après, et donc permet d'améliorer le confort d'été. Encore une fois, c'est une affaire de compromis, puisque vous le voyez dans les valeurs, les meilleurs matériaux isolants ne sont pas les matériaux les plus denses. Donc, les matériaux les plus denses ne sont pas isolants, la pierre par exemple, et les matériaux les plus isolants ne sont pas assez denses, le polystyrène. Donc, le compromis, généralement, se trouve dans les matériaux biosourcés ou issus du recyclage, qui sont assez bons en termes de conductivité thermique, mais qui sont quand même plus denses que le polystyrène ou les laines minérales. En termes de valeur, si vous deviez retenir un ordre de grandeur, on va chercher des matériaux qui ont une conductivité thermique inférieure à 0,045 watts par mètre degré Kelvin et une densité qui sera supérieure à 45 kg par mètre cube. Un petit focus donc sur le déphasage thermique. Le déphasage thermique, c'est en lien direct avec l'inertie du bâtiment. Plus l'inertie est importante, plus le déphasage sera important. Le déphasage représente le temps que met une température élevée pour traverser une épaisseur donnée de matériaux. Donc l'objectif, c'est d'avoir un déphasage thermique de l'ordre de 8 à 12 heures, ce qui permet une alternance jour-nuit. Donc, sur le schéma de droite, avec un déphasage thermique de 10 heures, le pic de chaleur extérieure qui se fait à 15 heures ne se fera sentir à l'intérieur que vers 1 heure du matin. Et donc, on améliore grandement le confort d'été par cette notion, puisque non seulement il y a la notion de décalage dans le temps, mais il y a aussi la notion de pendant que les calories traversent le matériau, elles perdent en intensité et donc forcément ce qui est finalement admis dans le logement est moins chaud que ce qui était à l'extérieur. Toujours sur la conception, sur les notions d'environnement autour du bâti cette fois, sur la végétalisation. Donc la végétation, on en a déjà parlé un petit peu au moment des protections solaires, elle permet de créer de l'ombre donc sur les menuiseries ou sur les parois pour les protéger du rayonnement solaire et donc les empêcher de chauffer. Mais ça permet également d'entretenir une ambiance fraîche et confortable en régulant l'humidité via un phénomène qu'on appelle l'évapotranspiration. Donc en fait, les plantes, elles transpirent schématiquement.
On va privilégier les végétaux à feuilles caduques, donc avec des feuilles qui tombent à l'automne, pour profiter des apports solaires l'hiver. Encore une fois, question de compromis. On peut planter des arbres, des haies ou créer une pergola végétalisée. On va pouvoir utiliser également des végétaux secs type canis ou bambou. Par contre, attention à ne pas empêcher la ventilation avec des arbres trop bas ou de la végétation trop dense. Et ça, c'est plutôt valable en maison individuelle. En copropriété ou en maison individuelle, il est également très intéressant de végétaliser les sols, qui sont beaucoup moins chauds que des sols bétonnés, qui vont d'une part emmagasiner la chaleur et la restituer plus tard, et également, sur le moment, ils vont réfléchir la chaleur. Et donc, avec la végétation, on va joindre l'utile à l'agréable. Simplement pour localiser la végétation, au sud, on va éventuellement mettre des systèmes de pergola qui vont pouvoir protéger à la fois la menuiserie et le mur, ou alors des arbres devant des baies vitrées importantes. À l'ouest et à l'est, on va plutôt privilégier des protections verticales, donc plutôt tout ce qui est haies, canis, etc. Sur cette première partie conception, rénovation, est-ce que vous avez déjà quelques petites questions? Alors, il y a une question pergola végétalisée et pergola bioclimatique. Quelle est la meilleure option? Je n'ai pas de chiffres précis à vous donner. Je pense que c'est sensiblement similaire. Avec la pergola végétalisée, on aura peut-être une notion un peu plus confortable par le phénomène d'évapotranspiration dont j'ai parlé juste un petit peu plus tôt, puisque la végétation va pouvoir créer une ambiance un petit peu plus fraîche. Après, ce que vous appelez une pergola bioclimatique, j'imagine que c'est les pergolas avec des lamelles orientables. Ça permet tout de même de faire l'ombre. Donc, l'ombre est déjà très bien. Éventuellement, peut-être, si on devait en mettre une meilleure que l'autre, ce serait peut-être la pergola végétalisée, mais qui demande plus d'entretien. Tout à fait. On nous pose aussi la question, quel matériau on recommanderait pour un volet? L'été, encore une fois, on va plutôt privilégier des matériaux denses, donc plutôt le bois. Après, aujourd'hui, les volets en bois plein, c'est quand même assez rare. La majorité des volets vont être donc en plastique ou alors en bois, mais à l'intérieur, on a un remplissage autre qui est plus léger. Donc, au niveau des matériaux, ouais, si on peut privilégier le bois, mais je pense que ça coûte quand même assez cher. Les autres matériaux, voilà, ils seront plutôt légers, donc c'est pas la densité qui va être intéressante, c'est vraiment le fait qu'ils fassent de l'ombre. Et sur le matériau, pas trop d'enjeux. Il y a un intérêt un peu plus l'hiver en termes de matériaux. Aujourd'hui, c'est pas révolutionnaire, mais on fait quand même des volets isolants qui peuvent avoir leur intérêt. Ouais, sur le matériau, l'été, pas trop d'enjeux. C'est plus sur la couleur surtout où on va avoir un enjeu. Vraiment, les volets gris, c'est pas très malin parce que ça chauffe tout simplement, alors que les volets blancs, ça se salit peut-être, mais au moins ça réfléchit la chaleur. En tout cas, Le métal, c'est peut-être pas idéal en termes de volets. voilà, c'est ce que j'allais dire. On peut quand même déconseiller les volets métalliques qui, en été, vont devenir Très en chaud. gros, des radiateurs. Effectivement, ça va renvoyer de la chaleur dans le logement. Voilà. Alors, question sur justement la végétalisation des pergolas. Est-ce que ça attire les moustiques? Parce qu'effectivement, depuis 3 ans, on a la problématique des moustiques tigres Oui. sur la métropole. La végétalisation, de manière générale, ça favorise la biodiversité et celle qu'on veut et celle qu'on ne veut pas. Donc, c'est pas. Oui, ça attire les moustiques. Après, tout dépend des plantes que vous installez et tout dépend de la quantité d'eau que ça nécessite. Si on a des bacs d'eau qui stagnent, forcément, ça attirera plus de moustiques que si on a quelque chose qui fonctionne avec peu d'eau. Après, il y a des plantes qui, quand même, repoussent un petit peu les moustiques. J'ai pas une expertise dans le sujet, mais moi, j'ai en tête que la lavande, c'est quand même quelque chose qui, en général, permet de. Bon, c'est pas quelque chose qu'on va mettre sur une pergola, mais vous pouvez en mettre autour, qui va permettre de repousser un petit peu les moustiques. La réputation des géraniums aussi. Voilà.
Après, voilà, ce qu'il faut, en fait, c'est surtout éviter les eaux stagnantes. Et on voit très bien, en fait, hein, bon, déjà les larves, on les voit assez facilement. On peut repérer aussi les petits radeaux des œufs des moustiques à la surface, des petits radeaux noirs. Donc, après, quand il y a de la végétation, il y a aussi des prédateurs des moustiques, des araignées, etc. Donc voilà, c'est pas, quand c'est bien fait, ce n'est pas forcément un gros problème. Il faut éviter les eaux stagnantes. Après, c'est également, on peut voir à plus grande échelle, la végétalisation de votre espace permet, selon les plantes que vous allez planter, de favoriser la biodiversité, comme je l'ai dit, mais typiquement tous les insectes pollinisateurs qui vont ensuite aller polliniser aussi le reste de la ville et rafraîchir un peu plus la ville. Bon, ça semble un peu utopique, mais en réalité, chaque petit pas compte. Donc, si vous végétalisez votre espace plutôt que de le bétonner, c'est sûr que ça participe. Alors qu'à l'inverse, si vous bétonnez, c'est sûr que vous n'allez pas participer au rafraîchissement, voire même à dégrader la situation. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens s'équipent de moustiquaires pour en fait éviter aux moustiques de rentrer à l'intérieur des logements. Voilà. Alors, une autre question. En Sur l'isolation par l'extérieur, si on choisit un matériau qui favorise le confort d'été, est-ce qu'on sait de combien on peut baisser la température intérieure du logement? C'est de l'ordre de quelques degrés, de 3, 4, 5 degrés. Après, ça reste une information assez généraliste. C'est quand même le maintien du confort d'été. Il y a toute cette partie conception qu'on a vue. La prochaine partie, c'est les bonnes pratiques. Ça joue aussi beaucoup sur la température. Sur le type de matériau, pour l'isolation par l'extérieur, encore une fois, en fait, peu importe. Parce que la densité, elle est contenue dans la maçonnerie. Pour vous donner un ordre de grandeur, je vais revenir un tout petit peu en arrière pour vous montrer la diapo correspondante. Voilà. Le matériau isolant le plus dense aujourd'hui le plus dense et le plus répandu, c'est les panneaux denses de fibres de bois qui ont une densité qui est à 240 kg par mètre cube. Le polystyrène, il semble tout léger à côté, 15 kg par mètre cube. Donc, c'est sûr qu'il y a une grande différence. Mais en fait, la densité du béton, elle est déjà de plus de 1000 kg par mètre cube. Donc, c'est déjà suffisamment dense. Et je vous laisse pas imaginer, enfin voilà, la densité de la pierre, c'est encore au-delà. Donc, en soi, sur l'isolation des murs par l'extérieur, c'est vraiment le fait d'isoler par l'extérieur qui permet d'amener du confort d'été, peu importe le matériau. Quand on vient isoler par l'intérieur, par contre, comme on vient se séparer de la densité, à ce moment-là, c'est intéressant d'avoir un matériau dense pour quand même profiter de cet effet d'emmagasinage de calories qui les restitue plus tard. Et en fait, les matériaux denses, ils ont surtout une importance sur les ossatures légères et sur la toiture. Parce que la toiture, à cet endroit-là, on n'a pas de densité. En soi, la charpente, elle est dense, mais pas rapportée à la surface de la toiture. Et donc, c'est une paroi qui est très, très faible et très, très peu dense. Et donc, les panneaux de fibres de bois denses sur de l'isolation de rampants de toiture, on gagne facilement 5-6 degrés l'été sous les rampants, qui sont sinon très rapidement en surchauffe. J'ai l'impression que c'est tout bon pour les questions. Voilà, on peut passer à la deuxième partie. On aura d'autres temps de réponse. Alors, la deuxième partie, donc, sur les bonnes pratiques pour maintenir un bon confort d'été, sur le volet donc plutôt comportemental, puisque, encore une fois, la conception, elle a une forte importance, mais si vous maintenez vos fenêtres ouvertes, on va le voir juste après, tout l'été, ça ne va pas bien marcher. Donc, dans un premier temps, on va parler de température, de mesurer les températures intérieures-extérieures. Mesurer la température extérieure, si possible, de chez vous, pas en se fiant à une appli météo qui, en fait, mesure la température à un endroit donné qui n'est pas spécialement votre environnement immédiat. Et donc, il est important de connaître les températures extérieures afin de fermer les fenêtres quand la température extérieure est plus importante que la température intérieure. On peut s'imaginer que créer un courant d'air, ce serait bénéfique, mais en fait, ouvrir les fenêtres en journée ne fait que faire rentrer de l'air chaud dans le logement.
Par contre, dès que la température extérieure est plus basse que la température intérieure, on ouvre les fenêtres pour évacuer la chaleur accumulée dans la journée et emmagasiner de la fraîcheur. Et c'est ce qu'on appelle couramment la ventilation nocturne. Et donc ce phénomène-là, voilà, il est plus simple quand on vient mesurer, puisque nos sensations, elles sont pas tout à fait justes. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que dehors, il fait plus frais qu'à l'intérieur. Par exemple, il fait 26 dans votre logement, il fait 27-28 à l'extérieur. Mais avec le courant d'air généré, on peut imaginer qu'il fait plus frais à l'extérieur, alors qu'en fait, non. Il fait encore plus chaud, donc ça ne vaut pas spécialement le coup d'ouvrir les fenêtres à ce moment-là. On va bien attendre que la température soit plus basse. Et la ventilation nocturne, l'idéal, c'est de pouvoir la faire en traversant. Donc voilà, nord-sud, est-ouest. Dans un angle, selon la taille du logement, ça marche pas trop mal aussi hein, quand on peut ouvrir 2 fenêtres dans un angle. Ensuite, il y a aussi les usages qu'on fait du logement et de nos appareils électriques principalement. Donc on va faire attention aux appareils qu'on utilise dans le logement. On va éviter l'utilisation de tous les appareils qui chauffent, le four, le grille-pain, les plaques de cuisson en cuisine en froid. Mais on va également faire attention à tous les appareils qui consomment de l'énergie, puisque un appareil qui consomme de l'énergie forcément produit de la chaleur. Donc en plus en moins grande quantité, mais du coup on va essayer de les utiliser plutôt avec modération et on va surtout essayer de faire la chasse aux veilles, puisque tant qu'à faire, autant éviter de consommer pour rien et de chauffer pour rien. Ouh, j'avais pas fait attention, je suis désolée pour les pixels. Si vous arrivez à lire, donc c'est un petit tableau pour avoir des ordres de grandeur. Donc les appareils produisent de la chaleur au moment où ils sont utilisés, mais en fait, il faut avoir une vision un peu plus long terme, puisque la chaleur, elle va être restituée dans tout le mobilier qu'il y a autour, dans les murs, etc. Et elle va être restituée plus tard. Donc l'idéal, c'est aussi d'anticiper toujours les pics de chaleur et d'avoir une vision long terme. Donc simplement un petit exemple, la télévision, une utilisation de 4 heures, c'est comme si on avait 22 minutes de radiateur électrique de 1000 watts allumé. Donc c'est quand même voilà, pas très intéressant. Donc il y a certains usages dont on peut difficilement se passer, hein. La machine à laver, on va quand même continuer de laver notre linge. Le réfrigérateur, on va quand même continuer de l'utiliser parce qu'on a besoin de garder notre nourriture saine. Mais voilà, la radio, peut-être qu'on peut trouver une alternative certains jours. On a un petit sujet particulier sur le ballon d'eau chaude sanitaire, puisqu'il est quand même assez compliqué de s'en passer l'été et donc de ne plus l'utiliser. Donc pour éviter qu'il chauffe pour rien le logement, mais aussi pour améliorer sa performance, on va le surisoler avec un petit isolant qui se met en fait autour du ballon d'eau chaude. Et on peut également isoler les réseaux de distribution si jamais ils passent dans le logement. Une petite session rapide sur les usages, normalement des choses qui font sens chez la majorité. Est-ce qu'il y a des questions, remarques sur cette partie-là? J'ai pas l'impression, je vais aller regarder. Donc sans question, je vais enchaîner, mais si jamais plus tard une question vous vient sur le sujet, n'hésitez pas à la poser, hein, c'est absolument pas un souci. Quatrième et dernière partie, on va parler du coup, une fois qu'on a mis tout ce qu'on va dire dans la conception pour rafraîchir le logement et dans les usages, eh bien, comment on fait pour rafraîchir et ou climatiser en dernier recours. Le premier point, ça va être l'installation d'une ventilation et plus particulièrement d'une VMC, une ventilation mécanique contrôlée, double flux. Donc l'intérêt d'une VMC, qu'elle soit simple ou double flux, c'est qu'elle est nécessaire pour la qualité de l'air intérieur, hein, qui est 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Mais la VMC double flux, contrairement à la VMC simple flux, peut permettre d'améliorer le confort d'été.
Donc, au cas où, un petit point rapide sur le fonctionnement classique d'une VMC simple flux versus une VMC double flux. Donc, sur la simple flux, le moteur n'est relié qu'aux bouches d'extraction qui sont dans les pièces humides. Et ensuite, l'arrivée d'air se fait par les entrées d'air qui sont sur les menuiseries. Sur la VMC double flux, le moteur est relié à la fois sur les extractions d'air qui vont dans les pièces humides et également sur des bouches d'arrivée d'air dans les pièces sèches. Et donc, c'est bien le moteur qui va gérer l'entrée d'air neuf dans le logement. L'intérêt, donc, c'est d'une part une très grande qualité de l'air intérieur, encore une fois, mais surtout les échanges thermiques qu'on va pouvoir faire en fait entre l'air sortant et l'air entrant. Donc, le fonctionnement en hiver, celui que peut-être vous connaissez déjà, l'air entrant est réchauffé par l'air sortant. Donc, c'est le schéma de gauche. L'été, le fonctionnement il va être différent le jour et la nuit. Donc, en journée, c'est le même fonctionnement que l'hiver, mais à l'inverse. Donc, l'air entrant est refroidi par l'air sortant, pardon, est réchauffé par l'air entrant. Donc, concrètement, vous réchauffez en effet l'air qui va être rejeté dans l'air extérieur. La nuit, au moment où la température est plus fraîche à l'extérieur qu'à l'intérieur, on va mettre en place un système de bypass qui permet de faire venir l'air directement depuis l'extérieur sans échange de calories, toujours avec le filtre pour la qualité de l'air intérieur. Mais du coup, on va pouvoir profiter d'un air la nuit à une vingtaine de degrés directement soufflé dans le logement et le logement va pouvoir emmagasiner de la fraîcheur dans son inertie qu'il va ensuite restituer la journée. Donc voilà, ce système de bypass, il est important. Toutes les VMC double flux n'en sont pas dotées, mais du coup, l'intérêt d'installer une VMC double flux, c'est également d'améliorer le confort d'été et donc d'installer un système de bypass. On a un autre système qui est moins courant, le puits climatique. Le principe, c'est de faire circuler l'air extérieur dans des tubes enterrés à une profondeur où la température du sol varie très peu. Donc, c'est entre 1,5 et 3 mètres de profondeur et la température à cet endroit-là est constamment entre 12 et 14 degrés. Donc, au contact du sol, l'air va gagner ou perdre des calories et pénétrer dans l'habitat par l'intermédiaire d'une ventilation. Donc, le puits climatique, il est qualifié de canadien quand il permet d'insuffler de l'air chaud dans le logement ou de puits provençal lorsque cet air permet de refroidir la température intérieure. Donc, en fait, c'est un seul et même système, mais voilà, selon la saison, on ne l'appelle pas pareil. Pour le puits climatique et la VMC double flux, c'est en effet des solutions qui ne s'adaptent quasiment que en maison individuelle, qui ne sont pas valables en copropriété. Là où tout ce que j'ai dit avant, quasiment, est valable à la fois pour la copropriété et la maison individuelle. Mais voilà, ces deux solutions en particulier sont adaptées à la maison individuelle uniquement. Ensuite, on a également tout ce qui est brasseur d'air qui vont pouvoir apporter du confort, donc sans avoir recours à la climatisation. On va gagner donc en sensation 2-3 degrés de fraîcheur, mais avec une consommation du coup bien moins importante qu'une climatisation, jusqu'à 50% moins importante qu'une climatisation. Donc il faut les placer judicieusement dans la maison. Ça permet toujours de créer un courant d'air et du coup un renouvellement d'air aussi. L'idéal, c'est tout de même d'en avoir 2 pour avoir une bonne ventilation. Et du coup, le brasseur d'air associé à tout ce qu'on a dit avant, une bonne isolation, éventuellement des protections solaires extérieures, peut-être de la végétalisation, peut-être une bonne ventilation, on va pouvoir encore gagner en sensation de confort. Et surtout, le comparatif avec les climatiseurs, c'est que c'est moins de nuisances sonores, un air plus sain et c'est beaucoup moins bruyant et non émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, en dernier recours, on en arrive à la climatisation. Donc, avant toute chose, une petite liste des inconvénients et des précautions à prendre quand on installe ce système, puisque ce n'est pas anodin. Donc,
j'ai dit au cours du webinaire plutôt que, en effet, quand il fait plus chaud à l'extérieur qu'à l'intérieur, on va vivre fenêtres et portes fermées. C'est clairement obligatoire dans le cas de l'installation d'une climatisation, puisqu'on ne va pas climatiser l'extérieur. Ce serait vraiment pas une bonne idée et pas du tout écologique, performant, économique. Il faut faire attention et avoir conscience que certains appareils peuvent être bruyants pour vous ou pour vos voisins. Les coûts d'achat et d'installation sont non négligeables, de même que les coûts d'utilisation. Là, actuellement, si vous n'avez pas de climatisation, vous n'avez que très peu de factures d'énergie l'été. Il faut bien être conscient qu'en installant un système de climatisation, votre facture énergétique, elle va augmenter. Donc, si vous n'avez pas mis en place avant toutes les autres solutions, vous ne savez pas si vous auriez pu vous en passer de cette consommation en surplus, quoi. Il faut savoir aussi que du coup, la généralisation de climatiseurs augmente la consommation globale d'énergie à l'échelle nationale, à un moment où les capacités de production sont réduites, et que les pompes à chaleur qui prennent leurs calories dans l'air extérieur participent au réchauffement de l'air. Je vais vous le réexpliquer, mais donc en réchauffant l'air qu'elles vont rejeter. Et il y a aussi un enjeu de santé. Passages fréquents de l'intérieur à l'extérieur peuvent provoquer des chocs thermiques. Donc, il faut faire attention et donc ne pas mettre la climatisation à une température trop faible. En général, on va essayer de ne pas climatiser en dessous de 26 degrés au plus bas, mais surtout respecter une différence de 5 à 7 degrés entre l'intérieur et l'extérieur. Donc, pour climatiser, pour trouver l'appareil adapté à vos besoins, il faut bien réfléchir avant l'arrivée des grosses chaleurs dans l'idéal. En général, c'est suffisant d'équiper une pièce. Et puis, on va surtout bien regarder l'étiquette énergie pour repérer les équipements les plus sobres. Donc, elle vous indique la classe énergétique de l'appareil, la consommation annuelle, la puissance, le niveau sonore. Donc, on va choisir une climatisation avec la meilleure classe énergétique possible. Donc, ça va jusqu'à A++. Et la classe la moins bonne autorisée sur le marché, il faut savoir que c'est la classe A pour les climatiseurs mobiles. Donc, les différents systèmes pour climatiser, on va avoir les systèmes qu'on va dire unitaires. Donc, un climatiseur mobile sur l'image de gauche ou ce qu'on appelle une pompe à chaleur RR avec 1, 2 ou 3 splits sur la droite. Donc, ça semble, en général, ça fait sens chez tout le monde, mais on évite de se précipiter sur du matériel bas de gamme au moment d'une canicule, puisqu'on prend le risque d'acheter des produits peu fiables, peu efficaces, gourmands en énergie, qui coûteront cher à l'achat et à l'utilisation. Le fonctionnement de ces équipements, c'est que l'air est aspiré dans le logement. Il transmet ses calories à l'air extérieur qui est ainsi réchauffé. Bon, c'est très schématisé, hein, c'est un peu plus complexe que ça. Mais pour vous représenter la chose, c'est le même principe que votre frigo. Les calories qui sont à l'intérieur du frigo sont évacuées à l'extérieur via la grille. Et c'est pour ça que derrière un frigo, c'est toujours chaud. En fait, les calories sont rejetées à l'extérieur. Ensuite, on a les systèmes de climatisation centrale. Donc, c'est-à-dire que là, on va avoir un moteur qui va alimenter un réseau de distribution. Donc là, on a deux systèmes qui sont représentés ici. Les pompes à chaleur sol-eau ou eau-eau qu'on va appeler la géothermie sur la gauche. Et on va avoir les pompes à chaleur RR, donc c'est ce qu'on appelle l'aérothermie, qui vont souffler de l'air. Et on peut aussi utiliser les pompes à chaleur RO pour faire du rafraîchissement. Et ça s'appelle également de l'aérothermie. Donc tous ces systèmes, bien évidemment, fournissent également du chauffage, donc c'est des systèmes 2 en 1. Par contre, le rafraîchissement et la climatisation ne peuvent fonctionner qu'avec certains types d'émetteurs. Donc, pour la pompe à chaleur RR, c'est en fait simplement, on va souffler de l'air. Hein. Donc, dans le cas d'une pompe à chaleur RR centralisée, on a en effet, comme sur le dessin, un petit bloc en général qui est placé dans les combles.
et des tuyaux qui serpentent dans ces mêmes combles et qui vont venir, via le plafond, souffler de l'air froid dans chaque pièce. Pour les pompes à chaleur RO ou géothermiques, le rafraîchissement va pouvoir fonctionner sur du plancher chauffant ou éventuellement avec des radiateurs qu'on va dire ventilo-convecteurs. Le plancher chauffant, je pense que tout le monde voit ce que c'est, hein, des tuyaux qui sont dans le sol, dans lequel on fait circuler l'hiver de l'eau chaude et l'été, on va le voir, on peut faire circuler de l'eau fraîche. Les radiateurs ventilo-convecteurs, c'est des radiateurs dans lesquels on fait passer un tuyau d'eau, chaude ou froide, selon la saison, et on va avoir un petit ventilateur qui va passer à travers ce tuyau d'eau et qui va en fait du coup réchauffer ou rafraîchir la pièce selon la température de l'eau. Donc c'est un radiateur qui nécessite une alimentation à la fois en eau et en électricité et qui en général est un peu plus gros qu'un radiateur classique. Il y a aussi une autre contrainte, c'est la question de la transmission par l'air ou par l'eau. C'est généralement moins accepté, moins confortable quand on souffle de l'air, que ce soit chaud ou froid. On n'a pas la même sensation de confort que quand on a un radiateur à eau ou un plancher chauffant à eau qui va chauffer en fait par rayonnement plus que par convection. Donc il y a quand même la notion de confort à garder en tête pour l'hiver notamment. Donc pour la pompe à chaleur RR, c'est le même fonctionnement que j'ai expliqué juste avant, mais simplement le système, voilà, il est centralisé, donc on a une solution qui est un peu plus esthétique, hein. Quand on a des splits dans chaque pièce de la maison, c'est pas forcément très joli. Pour la géothermie, on va pouvoir faire donc du rafraîchissement ou de la climatisation. Donc avec la climatisation, on va activer en fait ce qu'on appelle le condenseur. Donc le condenseur, c'est ce qui permet l'échange de calories dont j'ai parlé plus tôt, pour l'été, pour l'hiver, et cetera. Voilà, la climatisation, on va activer le condenseur, ce qui va permettre d'avoir une température vraiment très fraîche, dans le logement. On va extraire les calories du logement et on va les restituer à la terre. On va donc réchauffer la température de la terre. Et donc cette solution, elle a un petit intérêt tout de même, c'est que ça permet de recharger la terre en chaleur et d'augmenter le rendement du chauffage l'hiver. C'est léger, hein, mais un tout petit peu. En fonctionnement, qu'on va dire rafraîchissement, on désactive le condenseur. Donc déjà, on va consommer moins d'énergie. Et donc dans cette solution-là, on va utiliser seulement la pompe pour faire circuler de l'eau à température du sol, donc c'est déjà assez frais, hein, encore une fois, environ 14 degrés. Et donc, voilà, ça va permettre de rafraîchir le logement. La différence qu'on fait, c'est qu'avec la climatisation, on peut choisir une température qu'on veut. On veut dire, je veux que l'air soit à tant de degrés. Avec le rafraîchissement, on va simplement dire, je fais circuler de l'eau fraîche et ça va rafraîchir de 2, 3, 5, 6 degrés l'air du logement. Quand on coupe le condenseur et qu'on utilise seulement la pompe, on appelle ça le géocooling. Avec une pompe à chaleur RO, on peut du coup également faire de la climatisation ou du rafraîchissement, toujours sur plancher chauffant ou sur ventilo-convecteur. C'est tout de même un petit peu moins efficace qu'au niveau de la géothermie. De manière générale, la pompe à chaleur RO et la pompe à chaleur RR sont moins efficaces que la géothermie. Et la géothermie, c'est clairement le système de chauffage et de climatisation le plus intéressant parce qu'à l'utilisation, c'est ce qu'il y a de plus économique. On a des rendements qui sont vraiment très, très, très bons en géothermie, qui sont de l'ordre avec des coefficients de performance qui tournent autour de 4, 5. Là où en pompe à chaleur aérothermique, RR ou RO, on est rarement au-delà de 3 en termes de performance et plutôt autour de 2, 2,5 en termes de mesure. Donc forcément, voilà, c'est des systèmes qui consomment plus d'énergie et qui sont un peu moins intéressants. Voilà pour la partie climatisée, rafraîchir. Parce que je vois qu'il y a plusieurs questions.
Alors, je vais remonter. Question à laquelle on n'avait pas répondu, c'était quel écart en coût entre les matériaux biosourcés et les matériaux minéraux en isolation thermique par l'extérieur? En gros, un ordre de grandeur entre les matériaux D'accord. classiques et le biosourcé. Oui. Alors, ça va dépendre un petit peu de la technique d'isolation par l'intérieur ou par l'extérieur. Par l'extérieur, on peut donner une fourchette en matériaux qu'on va dire conventionnels, donc polystyrène, laine minérale, entre 140 160 € par mètre carré. En matériaux biosourcés, c'est en effet plus onéreux. On va plutôt tourner autour de 200 € par mètre carré. Donc c'est des ordres de grandeur qui sont valables également pour l'isolation de la toiture, qu'on va dire par l'extérieur, quand on détuile, qu'on met l'isolant et qu'on retuile. Par l'intérieur, on utilise des matériaux qui sont différents, qui sont un petit peu moins onéreux, où là, on va avoir une centaine d'euros par mètre carré pour des matériaux conventionnels et environ 130 € par mètre carré pour des matériaux biosourcés. Après ça c'est pour les rampants de toiture. Sur les combles, on n'en a pas beaucoup parlé, mais les combles perdus, déjà c'est meilleur pour le confort d'été, à savoir que les rampants de toiture. Mais, on peut également améliorer ça par l'isolation, des combles avec un matériau biosourcé type ouate de cellulose et là, la différence, elle est pas énorme par rapport à de la laine de verre. La laine de verre en comble perdu, c'est une trentaine d'euros par mètre carré. La ouate de cellulose en comble perdu, c'est environ 40 € par mètre carré. On peut rajouter aussi, c'est qu'il y a des dispositifs comme EcoRénov sur la métropole de Lyon qui versent un bonus aux matériaux biosourcés pour justement prendre en charge une partie du surcoût quand ces matériaux peuvent être plus chers. C'est ça, tout à fait. C'est malheureusement pas le cas, à l'échelle nationale encore. On espère, peut-être l'année prochaine, mais en tout cas, c'est le cas à l'échelle locale sur la métropole de Lyon. Je ne saurais pas me prononcer pour, tout le territoire du Rhône hors métropole, s'il y a des bonifications en termes de matériaux biosourcés. Je pense que sur certaines Comcom, ça doit être le cas, mais pour en avoir le cœur net, il faudra contacter la LTE par téléphone. Tout à fait. Donc, nous avons aussi transmis un lien vers des ressources sur le confort d'été et le rafraîchissement passif. Donc, merci. Et on a deux questions en lien avec la géothermie. La première question, c'est est-ce que la géothermie est possible en rénovation? Et quelles sont les conditions nécessaires pour la géothermie, notamment la taille du terrain? D'accord. Alors, la géothermie est parfaitement possible en rénovation. Tout dépend de la nature du sol. Donc, je vais répondre un petit peu à la fois, aux 2 questions en même temps. Le fait que ce soit de la rénovation ne pose absolument aucun souci à partir du moment où on a, un petit morceau de terrain et le sol qui est adapté à la géothermie. Donc là, il existe des cartes qui permettent d'avoir une idée de si notre sol est adapté ou non. Selon la technique, de géothermie, puisqu'on distingue 2 grandes familles. La géothermie qu'on va dire, fermée, où là, c'est des forages dans le sol, donc ça va être la géothermie sol-eau, on va capter les calories dans le sol et on a la géothermie, ouverte, sur nappe. Donc là, en fait, on va puiser les calories dans la nappe phréatique, et c'est ce qu'on appelle la géothermie eau-eau. Donc voilà, la rénovation pose absolument pas souci. Un petit point de vigilance à garder en tête sur, les émetteurs. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de plancher chauffant actuellement, donc vous avez des radiateurs à eau. Si ce sont des radiateurs à eau, ils sont moins adaptés, à une pompe à chaleur quelle qu'elle soit, que ce soit de la géothermie ou de l'aérothermie, puisque la performance, de la pompe à chaleur, elle est plus importante si on est sur des émetteurs basse température, c'est-à-dire que l'eau qui circule dans les radiateurs ou dans le plancher chauffant est à 30 ou 40 degrés maximum, vraiment grand maximum. Avec des radiateurs en fonte, on est plutôt sur des températures qui sont entre 50, 60, 70 degrés, 80 degrés dans les plus vieilles maisons. Et donc là, forcément, ça ne nécessite pas la même quantité d'énergie d'aller chercher des calories pour chauffer de l'eau à 60 degrés ou d'aller chercher des calories pour chauffer de l'eau à 30 degrés. Donc voilà, c'est plus performant avec des émetteurs basse température. Donc ça va fonctionner sur des radiateurs en fonte, mais c'est le souci de la rénovation. Éventuellement, ça peut être un petit peu plus onéreux si on doit envisager le remplacement de ces radiateurs. Après, sur la question du terrain, voilà, ça dépend de la nature de votre sol. La technique la moins onéreuse, en termes de forage, c'est la technique la moins répandue parce qu'elle prend trop de place. Donc c'est ce qu'on appelle, le forage ou le captage horizontal.
Donc, on va s'enfoncer pas très profond dans le sol, environ 2 mètres. Et en fait, on va venir étaler horizontalement des tuyaux. Et donc là, ça nécessite en effet une taille monumentale qui est en général de l'ordre de 1,5 à 2 fois la surface à chauffer. Donc, si vous avez une maison de 100 mètres carrés, eh bien, il faudra 200 mètres carrés d'herbe, pas d'arbres, pas d'imperméabilisation, pas de racines, pas de plantes, voilà, juste de l'herbe. Donc voilà, c'est quand même assez conséquent, c'est difficile à mettre en place. Après, on a les captages verticaux, ce qu'on va appeler des forages. Donc là, on va aller chercher le contact dans la profondeur. Donc on va, selon le besoin en chauffage, aller s'enfoncer de 10, 20, 30, 50 mètres dans le sol. On peut faire 1 ou 2 puits. Si par exemple, on doit aller chercher 100 mètres de profondeur, eh bien, on peut faire 2 puits de 50 mètres. Cette technique-là, elle est plus onéreuse puisque c'est beaucoup plus complexe de creuser dans la profondeur. Et surtout, ça nécessite un type de sol particulier puisqu'il faut que le sol soit ni trop dur ni trop mou. Trop dur, ça coûte trop cher à creuser. Trop mou, on risque d'abîmer les tuyaux. Donc voilà, il faut un sol assez stable. Après, on a encore 2 autres techniques, le captage sur nappe phréatique. Donc, eh bien là, si vous avez une nappe phréatique qui passe en dessous de chez vous et qu'elle permet la géothermie, vous avez de la chance. Si vous n'en avez pas, vous n'avez pas de chance. C'est vraiment voilà, une question de placement. Et le dernier, c'est une technique qui est peu répandue chez nous, mais qui est très courante dans d'autres pays, par exemple l'Allemagne. C'est un captage qu'on va dire en corbeille. Donc, c'est en fait un médium entre le captage horizontal et le captage vertical. Et vous imaginez en fait des tuyaux qui s'enroulent comme des spirales, comme un tourbillon, qui du coup vont être dans le sol entre de maximum 8 mètres de profondeur dans le sol. Sur un diamètre, le cercle fait environ 2 mètres de diamètre, quelque chose comme ça. Ça peut être plus petit. Et donc là, en fait, vous avez 1, 2, 3 corbeilles. Donc ça prend quand même un petit peu de place horizontalement, mais on vient creuser beaucoup moins profond dans le sol. Donc c'est quand même un petit peu moins onéreux. Mais voilà, comme c'est une technique qui est assez peu répandue chez nous, c'est déjà, les géothermies, c'est déjà pas la liste des artisans les plus longues qui existent en France, d'autant plus avec le captage en corbeille. Je crois avoir répondu à ces 2 questions. Je t'entends pas bien, Sylvain. C'est pourquoi pas d'arbres sur les captages horizontaux, c'est ça? Tout à fait. Ouais. C'est les racines en fait qui risquent d'abîmer les tuyaux. Donc en fait, il faut pas de racines, puisque le principe du captage horizontal, c'est de ne pas s'enfoncer profond dans le sol. Et après, on a trop de risques que les racines viennent abîmer les tuyaux. Donc, une question sur le rôle de l'évapotranspiration des plantes à l'intérieur du logement. Est-ce que ça permet de faire baisser la température du logement? Alors, de faire baisser la température du logement, je n'ai pas de mesure à vous donner, mais j'en doute. Par contre, ça participe au confort. Il faut savoir que c'est valable pour le confort d'hiver, c'est valable pour le confort d'été, c'est valable pour la rénovation. On va avoir la notion qu'on va dire de performance, à quel point on n'a pas besoin de refroidir ou à quel point on n'a pas besoin de chauffer. Et on a la notion de confort. Et les 2 sont aussi importantes l'une que l'autre et ne sont pas forcément logiquement liées. Donc, c'est intéressant d'avoir des plantes puisque ça va améliorer sensiblement à l'ambiance du logement et donc apporter une petite notion de fraîcheur. Après, ça va être quand même très limité selon la taille des plantes. C'est-à-dire que si on a plein de petites plantes, ça va quand même être pas très important en termes d'apport de confort. Si on est vraiment très, très végétalisé dans le salon, par exemple, oui, ça peut apporter un petit peu de confort. Mais faire baisser la température du logement, ça va être quand même très limité. Je ne pense pas qu'on soit au-delà des 2 degrés maximum, hein. Ça va être. On a pratiquement meilleur à faire que de supprimer les veilles, notamment les box, par exemple, la nuit, puisque la plupart des appareils en veille dégagent de la chaleur. Voilà.
C'est un ensemble de petits gestes mis bout à bout qui permet d'arriver à améliorer ce confort dans les logements. Alors, question. Quels sont les meilleurs matériaux biosourcés ou traditionnels pour l'isolation par rapport au chaud ou par rapport au froid avec une toiture sous rempart? Alors du coup, sur cette question-là, c'est la notion de densité qui va être importante. Donc on va aller chercher des matériaux les plus denses possibles, puisque la toiture est une paroi qui est très peu dense. Et c'est cette notion-là qui permet d'apporter du confort d'été avec la notion du déphasage thermique. Donc, le meilleur matériau biosourcé qu'on va trouver pour l'isolation des rampants de toiture, le meilleur et le plus répandu sur le marché, c'est la fibre de bois dense, qui va avoir une densité qui est autour de 240 kg par mètre cube. Après, sur tout ce qui est laine végétale, on va avoir les matériaux les plus denses qui seront à 80 kg par mètre cube, mais en moyenne sur le marché, on est plutôt autour de 40 kg par mètre cube. Et sur les laines minérales, c'est très variable en réalité en fonction du type de laine. Donc sur les laines de verre, clairement, on n'arrive pas à avoir des choses assez denses. On est à maximum 40 kg par mètre cube et on peut avoir des densités plus faibles qui sont plutôt autour de 15-20 kg par mètre cube. Après, sur la laine de roche, éventuellement, là, on arrive à trouver un petit peu de densité. Sur les meilleurs matériaux, enfin, on peut avoir jusqu'à 150 kg par mètre cube. Après, ça, c'est des chiffres qui sont des ordres de grandeur sur le matériau intrinsèquement. Ça ne veut pas forcément dire que sur le marché, on trouve facilement de la laine de roche avec une densité de 150 kg par mètre cube. Moi, j'en ai jamais vu. Par contre, la fibre de bois, en effet, elle est vendue avec une densité de 240 kg par mètre cube. Sur la question des tuiles, qui permettent comment réduire l'accumulation de chaleur sur les tuiles du toit, eh bien, plutôt en jouant sur la couleur, avec des tuiles plus claires. Donc voilà, plutôt des couleurs claires comme on peut voir dans le sud, essayer d'avoir un rouge un peu moins foncé pour voilà, diminuer l'emmagasinement de chaleur. Après, on ne va pas avoir tellement d'autres possibilités sur cette partie-là. Il faut vraiment tout miser sur l'isolation. Il y a des entreprises qui donc interviennent dans ce domaine, on appelle ça le cool roofing. À l'origine, d'ailleurs, ce qui est pour l'anecdote, c'est la NASA qui s'est aperçue que ces fusées, les revêtements s'abîmaient parce qu'ils chauffaient trop, et donc qui ont travaillé sur justement un revêtement qui permettait de limiter cet échauffement. Et effectivement, vous avez des entreprises qui proposent des peintures évidemment adaptées qui permettent d'avoir des tuiles plus blanches qui vont moins accumuler la chaleur et du coup la restituer à l'intérieur de la toiture. Voilà. Mais là, c'est tout misé sur la question du réfléchissement. Donc, c'est efficace, mais pas tout seul. Ouais. On a une question sur les isolants minces. Alors, isolants minces. Les isolants minces, si certaines personnes ne savent pas ce que c'est des isolants qui sont très minces en termes d'épaisseur, où on va avoir quelques fines couches de matériaux isolants entre deux lames, enfin pas deux lames, mais deux films, en général un peu type aluminium, ça a la même couleur, qui sont voilà, agrafés tous ensemble. Et après, on va poser ça en jointant les morceaux les uns avec les autres. L'intérêt de ces isolants minces qui font fureur un petit peu sur le marché, c'est qu'ils sont très minces. Donc là où pour avoir un bon confort à la fois l'hiver et l'été, avec de la fibre de bois en toiture, il faut prévoir 30 cm. Avec un isolant mince, on n'a pas de souci d'auteur sous plafond, etc. Malheureusement, les isolants minces, on a quand même une grosse disparité en termes de performance théorique et performance réelle mesurée, à la fois l'été et l'hiver. Donc l'hiver, c'est dans l'épaisseur que l'isolant il est performant, parce qu'en fait, c'est les vides qui sont contenus à l'intérieur de l'isolant qui vont permettre d'isoler. Il y a peu de vide dans un isolant mince, et l'enjeu de l'isolant mince, c'est la pose. Il faut qu'on ait une extrêmement bonne étanchéité à l'air, à la fois
entre chaque morceau entre chaque rouleau d'isolant, mais également entre le pourtour de votre toiture et le reste de la maison. Malheureusement, c'est pas si compliqué à faire que ça, hein, mais en général, quand, les isolants minces, ils sont pas très bien posés, on n'a pas une très bonne étanchéité à l'air, au moins avec le reste du logement, entre chaque morceau éventuellement, mais avec le reste du logement, c'est très compliqué quand on n'est pas dans le cadre d'une rénovation globale. Donc voilà, l'hiver, ils sont déjà moins performants que les isolants classiques. L'été, les isolants minces misent sur cet effet de réfléchissement, soi-disant. Donc voilà, les rayons du soleil vont être, les rayons du soleil et la chaleur vont être réfléchis par cet aspect métallisé qu'on va avoir sur le dessus. C'est peu probant, dans les mesures qu'on fait, ça marche pas très bien. On a des retours d'expérience qui sont pas très bons, des personnes qui viennent nous voir en nous disant: «J'ai posé un isolant mince et c'était pas trop confortable, ça a pas très bien marché». Ça marche, c'est certain. Après, encore une fois, on n'est pas tous sensibles de la même manière. Mais cet effet réfléchissant, il fonctionne pour les rayons du soleil, donc il fonctionne peut-être plus sur les tuiles en mettant de la couleur claire, mais il réfléchit peu la chaleur, en fait. C'est assez compliqué de venir réfléchir la chaleur de cette manière-là. Donc les isolants minces, c'est une belle idée, hein, de vouloir gagner en épaisseur, mais que ce soit pour l'été ou pour l'hiver, c'est en fait l'épaisseur qui permet, la bonne isolation. Autre question, est-ce qu'il est utile de multiplier les tuiles de ventilation pour évacuer l'air chaud la nuit? Dans les combles perdus, éventuellement. Après les multiplier, il y a pas nécessairement besoin d'en avoir 50, mais en effet, c'est quand même intéressant qu'elles soient ventilées pour, évacuer l'air chaud la nuit, remplacé par de l'air plus frais et donc là, vous aurez double espace tampon. Vous aurez un espace tampon dans les combles perdus et après vous aurez, la densité du matériau isolant qui va retarder l'entrée de chaleur dans le logement. Donc, plus cet espace est rafraîchi la nuit, plus c'est intéressant. Mais attention, le phénomène inverse, l'hiver, c'est-à-dire que plus c'est ventilé, plus c'est froid, donc plus il faut retenir la chaleur dans le logement. Donc encore une fois, c'est une question de compromis, heu, entre le confort d'hiver et le confort d'été. Et il y a aussi la question de il faut ventiler, mais il ne faut pas créer de courant d'air dans les combles pour ne pas faire bouger l'isolant. J'imagine que les plafonds rampants sont à éviter si possible, vous avez parfaitement raison. Les combles perdus sont en effet plus intéressantes, autant du point de vue, hiver que du point de vue été. Cet espace tampon qu'est les combles est extrêmement intéressant en termes de performance et de confort. Après dans les enjeux qu'on a aujourd'hui, bah, parfois, on a un bien où il y a déjà des rampants de toiture. On ne va pas défaire l'aménagement pour refaire des combles perdus. Donc à ce moment-là, c'est pour ça qu'on va privilégier l'isolation des rampants de toiture avec des matériaux biosourcés. Parfois, on a besoin de gagner en espace, et l'aménagement des combles est la solution, technique, financière la plus intéressante. Donc bon, bah, c'est un compromis, on se passe des combles perdus, mais du coup, on va privilégier de faire une bonne isolation pour éviter les surchauffes. Mais clairement, en fait, aménager les combles, d'un point de vue du confort d'été, c'est vraiment pas très intéressant. C'est plus intéressant en termes de densification urbaine Voilà, et de lutte contre l'émiettement urbain. Donc voilà, tout est question de compromis. compromis, été-hiver, compromis, aménagement urbain, agrandissement et cetera. Donc voilà, c'est pas si simple. En fait, il y a pas que ce soit pour le confort d'hiver, le confort d'été dont on a parlé aujourd'hui, mais c'est valable un petit peu pour tous les éléments de la rénovation, hein. Il y a pas de bonne solution miraculeuse qui soit vraiment la chose que tout le monde doit faire. Il y a des éléments qui ont des points positifs, des éléments qui ont des points négatifs. Il y a des éléments qui sont intéressants pour l'hiver, il y a des éléments qui sont intéressants pour l'été. Donc après, il faut réfléchir à votre projet, selon vos contraintes, vos inconvénients, les inconvénients du logement, pour savoir quelle est la meilleure solution à adapter pour vous et pour votre logement. Et pour ça, nos conseillers énergie-climat sont à votre service et il ne faut pas hésiter à les contacter. Voilà, donc on va avoir, j'avais oublié de passer les diapos suivantes, mais on a,
quelques diapos. Alors, il y a une petite bibliographie qui est disponible. Je vais répondre aux questions qui arrivent sur le chat. Il y a typiquement un guide ADEME confort d'été qui est assez intéressant. Et après, nous, on a également quelques petites fiches qu'on fait nous-mêmes en partenariat avec la LTE, donc, qui permettent d'avoir des informations sur l'isolation, sur les différents matériaux, sur le confort d'été et le déphasage, etc., etc. Le puits canadien paraît simple, donc abordable financièrement, pas tant que ça. C'est en effet simple, mais il y a très peu de professionnels. Et après, il y a aussi une question de qualité des matériaux. Il faut comprendre que l'air qui va circuler dans le tuyau va être directement soufflé dans votre logement, mais on ne peut pas mettre un tuyau en plastique comme on met dans notre ventilation, etc. Donc là, on a des matériaux, quand on a une VMC, on a des matériaux composites qui sont en fait faits pour la qualité de l'air, donc ils sont assez sains. On ne peut pas mettre ce genre de tuyau dans le sol. D'une part, parce que ça pose problème au niveau du sol, mais surtout parce que les échanges de calories vont pas bien se faire. Donc, c'est plutôt des matériaux type céramique qui sont à privilégier et du coup, c'est un petit peu onéreux. Le terrassement coûte cher aussi, creuser. Finalement, ça coûte quand même assez cher. C'est pas, voilà, c'est pas simple. Après, voilà, c'est par contre, en fait, comme la géothermie, ça peut être un petit peu onéreux pour ce que c'est à l'installation, mais à l'utilisation, du coup, on a un tout petit ventilateur qui souffle et donc ça coûte très peu cher et ça permet, de diminuer la température intérieure de 3, 4, 5 degrés et de réchauffer l'air, intérieur l'été, au lieu d'avoir de l'air qui rentre à 0 degré, on a de l'air qui rentre à 10, 15 degrés. Donc voilà, réchauffer de 0 à 19 ou de 15 à 19, ça ne nécessite pas la même quantité de chauffage. Donc à l'utilisation, ça permet des économies sur le chauffage et sur une possible climatisation. Donc c'est très intéressant. Sur le puits canadien, en gros, ça va être applicable essentiellement en construction neuve, parce qu'à ce moment-là, vous avez du terrassement, vous avez des pelles mécaniques. Donc, si vous en profitez pour faire le puits canadien, ça ne va pas vous coûter beaucoup plus cher. Ou sur une rénovation lourde. Là, où ça pourrait être compliqué, c'est sur une réno. Si vous avez un petit jardin bien installé avec vos petits massifs, etc., là, ça va être plus complexe. En tout cas, moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'étais encore conseiller énergie, j'avais un ami qui était passé me voir à l'agence. Je lui avais parlé du puits canadien. Il a tilté là-dessus. Il en a installé un sur sa maison. Et il en est hyper content puisque depuis des années, il gagne hiver comme été plusieurs degrés. Et voilà, ça permet éventuellement de ne pas avoir recours à la climatisation. Et il faut savoir que plus on va climatiser, plus on va réchauffer la planète. Donc voilà, ça fait partie des alternatives possibles. Et bien aussi faire attention puisqu'on a certaines régions où il peut y avoir des problématiques de radon. Et donc voilà, ça peut être... il y a aussi à calculer l'évacuation des condensats, il y a de la pente, etc., etc. Donc il y a de la littérature spécialisée, on pourra vous transmettre éventuellement des liens vers ce type de documentation. Tout à fait. Sur la question de la construction, la rénovation lourde, aujourd'hui, on trouve aussi quelques professionnels qui vont en fait vous vendre des kits puits canadiens où du coup vous allez poser vous-même. Il va vous donner des instructions, etc. Mais voilà, c'est vous-même qui faites, donc vous économisez sur la pose. Après, ça nécessite quand même d'être un petit peu jardinier, bricoleur, etc., de comprendre la technique, etc. Et ce n'est pas contradictoire de cumuler puits canadien et géothermie, puisque l'ami dont je vous parlais a mis une pompe à chaleur sur Aude-Nappe. Donc ça peut être Voilà. complémentaire. Ça fonctionne chez quelqu'un, donc a priori, c'est OK. Donc là, vous avez les coordonnées de nos deux structures. Je vous ai envoyé dans le fil de discussion le lien vers les agendas de nos deux structures. Vous aurez dans les semaines à venir pas mal d'événements avant une petite pause estivale. Et donc, vous allez avoir aussi bien de la visite de bâtiments, vous allez avoir des conférences, vous allez avoir des stands sur des foires, des salons, vous allez avoir des fresques, notamment on va organiser notre première fresque de l'eau à l'agence. Donc voilà, c'est autant d'événements sur lesquels vous pouvez vous inscrire, auxquels vous pouvez participer. Et en tout cas, continuera ce format de webinaire. Et si vous êtes dans notre liste de diffusion, vous recevrez les invitations à nos prochains événements. Un petit mot sur le numéro de téléphone qui, du coup, est bien commun à nos deux structures, la LTE 69 et la LEC de Lyon. Donc, quand vous téléphonez, vous tombez en fait sur un répondeur. Tapez le 1
si vous habitez ou si le logement concerné par les projets est sur la métropole de Lyon, et tapez le 2 si le logement concerné par le projet est sur le Rhône hors métropole. Tout à fait. Voilà. Et du coup, eh bien, vu qu'il est à peu près l'heure de prendre congé, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Louise pour cette présentation très claire. Merci à toi aussi. Je dis à très bientôt. Merci à tous pour vos questions. Passez une bonne soirée. Au revoir.